Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Novipro. Mon nom est Martin Chagnon, directeur des ventes chez Novipro, et aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle. Pour ce faire, j'accueille avec moi Michael Bélanger, spécialiste technique des données et IA chez IBM. Bonjour Michael. Bonjour Martin, merci de l'invitation. Good. Ben, merci d'être parmi nous. Mon rôle à moi aujourd'hui, c'est un peu de mettre la table et de partager avec vous certaines statistiques de notre portrait TI. Donc, avant de donner la parole à Michael, qui va nous parler de IBM watsonx Orchestrate, je vais commencer en vous présentant quelques données issues de notre dernière édition du portrait TI. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le portrait TI est un rapport annuel de Novipro réalisé en collaboration avec le sondage Léger qui interroge environ 450 entreprises pan-canadiennes sur différents enjeux liés au TI. Les répondants sont autant des décideurs issus des TI que des décideurs issus de départements qui ont une vision différente. Euh, Avec les résultats de ce sondage, Novipro produit un rapport afin de donner une vision éclairée des grandes tendances à venir dans l'année. Un des constats majeurs de cette 10e édition du Portrait TI est l'importance que l'IA prend maintenant dans nos organisations. On est passé de projets pilotes à l'expérimentation, ce qui n'était pas le cas des 9 éditions précédentes. Donc, on constate une évolution des mentalités par rapport à l'intégration de l'IA en entreprise. On constate également que l'IA générative reste à ce jour la plus utilisée à 32%. Je laisserai Michael parler de ça plus en détail un peu plus loin. Cependant, certaines statistiques nous ont paru plus étonnantes. Comme, comme on peut le voir dans la diapositive présente, il y a une différence de perception entre les décideurs TI et les décideurs non TI. Alors qu'on pouvait penser que ceux qui étaient les plus enclins à accélérer sur les investissements en IA et à utiliser l'IA tout simplement étaient les personnes non TI, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. 39% des VP non TI indiquent ne pas utiliser l'IA de manière significative et 24% des VP non TI souhaitent investir en IA contre 35% pour les décideurs TI. Donc, comme vous pouvez voir, peut-être un chiffre pour lequel on a été quand même relativement surpris. Donc, c'est une des nombreux constats que vous pourrez tirer en consultant le portrait TI. Si vous souhaitez retrouver d'autres statistiques analyses sur l'intelligence artificielle ou d'autres sujets TI, je vous invite encore une fois à télécharger gratuitement le portrait TI. J'aimerais donc maintenant laisser la parole à Michael qui va vous parler des tendances IA et de IBM watsonx Orchestrate. Michael? Oui, merci Martin. Donc, afin d'illustrer tout ce que tu dis, puis parler un petit peu des statistiques, quand je présente cette diapositive-là, cet exemple-là, souvent je demande aux gens, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent à travers tout ça? Donc, le nombre de tâches qui n'arrêtent pas d'augmenter de jour après jour. Et souvent, la réponse, c'est que la majorité de la salle lève la main ou se voit dans cette situation-là. Ce qui apporte souvent des sentiments de stress, qui apporte des sentiments justement qui peuvent justement démontrer que l'intelligence artificielle et l'automatisation sont de plus en plus prévalents et importants dans l'entreprise d'aujourd'hui pour être capable d'en faire plus, plus rapidement et avec moins. Donc, tu parlais un petit peu du rapport Novipro qui sort à chaque année. Donc, j'ai repris un petit peu certaines statistiques, moi aussi, de ce rapport-là que je trouvais quand même assez intéressantes. Tu vas voir, ils sont fortement liés à ceux que tu as présentés. Donc, si j'appelle ça les grandes lignes du marché canadien, puisque le rapport se fie sur justement l'ensemble des clients, autant dans la région de Montréal que dans la région de l'Ontario.
Donc, tu vas voir ces cinq tendances qui semblent non reliées les unes les autres, mais qui forment un ensemble que je vais décrire dans les prochains instants. Donc, la première, c'est vraiment que la modernisation applicative et d'infrastructure passe vraiment de discussion aux objectifs concrets. Donc, dans ce cas-ci, on a vu une hausse de 7% au niveau de la modernisation applicative et d'infrastructure. La deuxième que je trouve intéressante, mais je pense qu'on ne se le cachera pas, puis qui était démontrée dans tes diapositives, c'est que l'IA passe de projet pilote à une pression pour livrer des résultats justement à grande échelle. Puis ça, ben, on le voit parce que l'intelligence artificielle devient la priorité technologique numéro un des entreprises. En troisième lieu, c'est le manque de talent, donc la pénurie de talent qui cause un frein à la productivité en entreprise. Puis pour mieux l'illustrer, ben, j'ai pris deux domaines différents, donc le RH et le TI, qui passent justement d'un défi de 60, qui est ressenti à 78% des répondants jusqu'à, puis ça c'était un chiffre qui provenait de 2025, et 2026, on est rendu à 91%. Donc là, si on regarde juste ces trois premières tendances-là, on peut sembler juste comprendre que ça a l'air décousu l'un à l'autre, mais si on prend le temps de les mettre les unes avec les autres, ben, on peut comprendre que la modernisation infrastructure et applicative, justement, euh, est justement en forte augmentation puisque l'intelligence artificielle passe en tête des priorités technologiques. Donc, on a besoin de faire la place, on a besoin de tasser l'ancien, faire de la place pour du neuf, pour pouvoir accueillir la nouvelle vague d'intelligence artificielle. Donc, on requiert justement une modernisation des infrastructures, une modernisation des applications pour pouvoir accueillir cette nouvelle vague-là d'intelligence artificielle. Pour ce qui est de la tendance numéro 3, ben en fait, on a besoin de l'intelligence artificielle pour venir combler les défis de ce pénurie de talent-là en entreprise. Donc, pouvoir, comme je disais au début, en faire plus avec moins. Donc, on peut voir que le point numéro 3 rapproche quand même grandement de la première exemple que j'ai donné justement à l'ensemble des courriels qui se rajoutaient, des tâches qui venaient se rajouter. Ben, en ajoutant l'intelligence artificielle en entreprise, on va permettre aux employés d'en faire plus avec moins et justement d'être plus productif et venir combler le manque de talent en entreprise. Pour le 4-5, c'est pas différent, c'est pas bien différent des trois premiers, dans le sens où est-ce que ça vient aussi rechercher le concept de l'intelligence artificielle, mais de façon différente. Donc, si on regarde au niveau de la gouvernance, risque et conformité, ainsi que la sécurité, ça a toujours été des sujets qui étaient justement importants en entreprise, donc qui restaient une priorité en soi. Mais nouvellement en 2026, ça devient en tête des défis technologiques pour les entreprises. Donc, encore une fois, on sait que l'intelligence artificielle a tendance à justement augmenter toutes les choses qu'elle touche, donc que ce soit la productivité ou bien les risques que ça apporte en entreprise, tout est augmenté. Donc, de là, l'importance justement à venir mieux gérer nos risques en entreprise et la sécurité, et c'est pourquoi ça devient aussi un défi technologique de le faire. Et finalement, la cinquième, c'est quelque chose que je trouvais quand même assez intéressant. C'est la confiance en matière de sécurité et en matière de conformité aux différentes régulations qui rentrent en ligne de compte pour l'intelligence artificielle. On le sait qu'il y en a il y a de plus en plus de régulateurs qui se penchent sur la question de la sécurité et la conformité liée à l'IA. On sait qu'il y a de plus en plus de règles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit local au Canada ou même en Europe. Ça ne fait que s'amplifier. Donc, l'exécution va devoir suivre à ce niveau-là. Donc, on voit que 89% des répondants ont dit qu'ils étaient confiants de pouvoir répondre aux différentes règles des différents régulateurs dans l'industrie, mais seulement 27% étaient conformes. Donc, on voit un écart quand même assez important de ces statistiques, puis ça va être quand même, ça va être quand même important de regarder comment cet écart-là évolue au fil du temps, parce que comme je disais, ben, les régulations puis les failles que l'intelligence artificielle peut apporter ou les différents risques va seulement s'amplifier avec le temps. Donc, il va falloir commencer à se pencher sur le concept de l'exécution. Donc, pour vous résumer tout ce que je viens de dire, je reprends un petit peu les statistiques que tu as présentées initialement, Martin, c'est que l'IA est vraiment au centre des différentes tendances du grand marché canadien. Donc, que ce soit la modernisation pressante applicative et d'infrastructures, le déploiement d'intelligence artificielle à grande échelle et combler le pénurie de qualification, c'est trois grands défis qui vont justement mettre l'IA de l'avant en 2026 et pour les années à venir. Donc, penchons-nous sur justement le sujet en tant que tel. Comme tu disais, la majorité des clients utilisent ou envisagent au moins utiliser une solution d'intelligence artificielle, tandis que c'est vraiment une minorité qui ne l'utilise pas encore. Si on se penche puis on déconstruit ce 80%-là, on peut voir que c'est quand même
quasi ex aequo entre les clients qui mènent des projets pilotes présentement et ceux qui ont déployé à grande échelle. Puis la tendance qu'on va voir justement au niveau des prochaines années et même cette année, c'est qu'on va voir une grande majorité passer de pilote à justement un déploiement concret dans les différentes fonctions au sein de leur organisation. Donc, on va voir tranquillement le 42% migrer vers un déploiement à grande échelle. Puis c'est là qu'on va vraiment aller rechercher cette valeur-là et cette productivité-là promis au sein des entreprises. Donc, avant de passer au prochain sujet qui est vraiment une analyse approfondie sur l'intelligence artificielle, on va avoir un petit regard sur l'avenir au niveau des planifications d'investissement dans les 2 prochaines années pour les entreprises. Donc, sans surprise, comme je vous ai mentionné, l'intelligence artificielle est au rang numéro un en termes des priorités pour les entreprises en 2026 et années à venir, suivi de justement la stratégie infonuagique et en troisième position, la gouvernance risque conformité et sécurité. Donc, je vois une petite dualité ici déjà en partant. On voit qu'au niveau des investissements, la gouvernance et la sécurité se retrouvent en troisième rang, tandis que ça se retrouve en premier rang, comme je disais tantôt, au niveau des défis. Donc, essayer de balancer ce qui est notre planification d'investissement et nos défis doit quand même assez rester proche pour pouvoir être aligné avec les priorités d'affaires. Le deuxième, c'est le fait que, au niveau des principaux défis, on peut voir qu'il y a la notion de budget et contrôle de coûts. Donc, de façon assez intéressante, on sait que l'intelligence artificielle est là justement pour en faire plus avec moins, gagner de la productivité, combler un déficit au niveau, comme je disais tantôt, de la pénurie de talent. Donc, être capable de réduire nos coûts par rapport à nos opérations. Mais comme on sait, l'intelligence artificielle en soi comporte, son utilisation comporte un certain concept de coût. Et ça peut être quand même assez dur à budgéter aussi parce que dépendamment comment c'est licencié, donc au niveau des requêtes, au niveau des tokens, au niveau des utilisateurs, chaque solution a sa façon de licencier l'intelligence artificielle. Donc faire un budget autour de son utilisation peut être assez complexe. Puis de l'autre côté, si on ne fait pas attention à la façon dont on utilise ces solutions-là, ben, les coûts peuvent facilement exploser. Donc, de là que je peux voir que c'est aussi un principal défi dans les 2 prochaines années pour les entreprises. La dernière chose que je mentionnerais, c'est à la droite, donc des statistiques intéressantes, on voit que la souveraineté des données est un enjeu très particulier et très présent pour l'ensemble et la majorité des entreprises, beaucoup plus important qu'il y a 2 ans. Donc, dans ce cas-ci, ce que ça vient nous mettre en lumière, c'est qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des gains en productivité, nous aider à propulser notre entreprise au niveau infonuagique. Mais de l'autre côté, il faut être capable de balancer notre gouvernance, notre sécurité, nos budgets et contrôle de coûts, euh, et en même temps aussi cette souveraineté des données-là. Donc, ce que ça nous dit, puis ce que j'aime justement mentionner, c'est que le fait qu'une utilisation d'intelligence artificielle à des fins personnelles, donc à la maison, est bien différente que l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de l'entreprise. Ça comporte vraiment différents enjeux. Puis c'est pourquoi j'encourage les gens à utiliser l'intelligence artificielle à la maison pour pouvoir mieux l'appliquer par la suite en entreprise. Mais au terme de la sélection des plateformes d'entreprise, ben, on doit avoir quand même des considérations très précises. Donc, pas utiliser n'importe quelle technologie. Ce qui m'amène à justement me pencher sur l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, si on recule il y a quelques années, quand on parlait d'intelligence artificielle, on parlait plutôt d'outils d'automatisation traditionnels. Donc, on pouvait penser à des outils de logique de décision basés sur des règles d'affaires, des flux de travail quand même assez rigides, ou même des scripts notebook qui nous permettent de faire de l'analyse prédictive et de la classification. Mais tout ça permettait justement une meilleure prise de décision, mais ça restait quand même assez cadré et quand même assez fixe. Donc, c'était des points de productivité qui restaient quand même en silo pour des tâches bien précises. Par la suite, il y a eu un point de bascule où est-ce on est venu justement démocratiser l'intelligence artificielle. C'est quand l'intelligence artificielle générative est sortie. Comme je disais tantôt, ben, les gens ont eu une certaine connaissance de l'intelligence artificielle qui n'était pas nécessairement technique, mais qui leur permettait justement de comprendre à quel point ça pouvait être puissant. Donc là, on pense à l'arrivée de la génération de contenu, donc de texte, d'images et autres. Donc, ça nous permettait de combler justement un petit peu avoir la meilleure prise de décision, mais combiner justement une chaleur un petit peu plus humaine et apporter une certaine accès à l'information plus rapide. Donc, on parlait plutôt de productivité individuelle, donc à l'individu, accélération de travail, plutôt que seulement prise de décision.
mais ça restait quand même des points de productivité qui étaient faits en silo pour des tâches bien précises. Puis finalement, ben, le véritable point de bascule sont les agents en intelligence artificielle. Donc, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le nouveau buzz. Mais en fait, la raison pourquoi on en entend tant parler, c'est la valeur que ça promet et que ça permet d'apporter en entreprise. Parce que c'est une intelligence artificielle qui justement est capable de briser les silos puis de faire de l'automatisation de processus de bout en bout. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va être capable d'exécuter des tâches, de déconstruire des tâches quand même assez bien complexes, les router au bon système interne et même raisonner de la façon dont on va venir déconstruire le problème. Donc, on parle de vraiment raisonnement, de routage, d'exécution et justement d'autonomie. Donc, c'est un nouveau concept qui différencie les agents d'intelligence artificielle du reste, c'est qu'ils sont autonomes, donc c'est pas fixe. Puis de l'autre façon, ça travaille pas en silo, donc c'est capable d'automatiser des processus vraiment de bout en bout. Donc, depuis tantôt, c'est moi qui vous en parle, mais les études, justement, démontrent que les agents d'intelligence artificielle vont vraiment être le moteur de la prochaine vague de productivité. Donc, si on regarde ce que cette diapositive-là nous dit, ça dit qu'on va être capable d'exécuter plus de tâches en moins de temps, donc en faire plus avec moins et avec une meilleure qualité. Donc, il y a une petite dualité ici, une petite dichotomie entre les deux, parce que si moi, je vous dis que j'essaie d'accélérer la façon dont je fais le travail, puis que j'essaie d'en faire plus avec moins, ben souvent, on va voir dans mon travail peut-être plus d'erreurs, plus de fautes de frappe ou quoi que ce soit. Donc, la beauté avec les agents, c'est qu'ils vont être capables justement d'offrir cette accélération de travail-là, mais avec une meilleure qualité du travail. Donc, pourquoi est-ce que c'est ça? C'est parce que la promesse des agents, c'est d'automatiser les tâches manuelles, les tâches répétitives qui prennent du temps aux employés et qui n'ajoutent pas nécessairement de la valeur en entreprise. Donc, automatiser ces processus-là et remettre dans les mains aux employés justement le temps d'analyse et de travail pour lequel ils ont été embauchés. Donc, mettre à profit leur expertise pour laquelle ils ont été embauchés plutôt que le travail de bras de collecter l'information et la dupliquer dans certains systèmes. Donc, on enlève justement la portion où est-ce qu'on prend du temps. C'est prône aux erreurs. Donc, faire du copier-coller, surtout de la manière humaine, peut amener des erreurs, des duplications. Et donc, dans ce cas-ci, on laisse ça à l'intelligence artificielle, puis l'humain, lui, peut prendre tout le temps pour faire son analyse et justement valider le travail de l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, comme je disais tantôt, je parlais de solutions d'entreprise. Donc, en ce moment, si on regarde le marché, il y a de nombreuses solutions qui apportent de la valeur, mais malgré les différentes promesses de ces différentes solutions-là, il y a plusieurs organisations, donc quand je parle à mes clients, qui justement ont de la misère à réaliser ces gains en productivité-là, puis ce retour sur investissement-là qui est promis. Donc, on va se pencher sur le sujet. Pourquoi est-ce que c'est ça? Bien, ça tourne surtout au fait que je parlais que la solution en tant que telle doit être adaptée à l'entreprise et non à la productivité individuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mais si on se penche sur justement les hyperscalers, donc les plateformes info-nuagiques de ce monde, mais chacune de ces plateformes-là est conçue pour gérer l'ensemble de ses solutions à lui. Donc, dans ce cas-ci, Microsoft, toute solution Microsoft dans leur écosystème va fonctionner à merveille. Pareil pour Google, pareil pour AWS. Le problème provient souvent quand les clients ont une stratégie multi-cloud, donc multi-info-nuagique, qui ont des solutions qui sont hostées sur différents clouds, donc hybrides. Donc, dans ce cas-ci, c'est quand vient le temps de faire jouer ces différents grands joueurs-là les uns avec les autres, ben, ils n'aiment pas nécessairement ça, puis c'est là que l'intégration intercloud c'est là que l'utilisation intercloud fait en sorte que ça devient un bloquant et on travaille encore en silo. Donc, ce qui existe dans une plateforme n'est pas nécessairement réplicable dans un autre ou n'est pas nécessairement connecté de façon facile d'une plateforme à une autre. De l'autre côté, ben, on a les plateformes de domaine, donc les plateformes de spécialisation qui, eux aussi, offrent des points de productivité au niveau de l'intelligence artificielle dans leur plateforme. Donc, on pense à ServiceNow qui a son propre agent IA dans la plateforme, Salesforce pareil, Workday. Donc, en tant qu'utilisateur, quand on a besoin de performer une tâche, comme je parlais tantôt, de bout en bout, ben, on a besoin d'utiliser plusieurs plateformes, ce qui veut dire que je vais utiliser plusieurs fonctions d'intelligence artificielle dans ces différentes plateformes-là, mais à des points bien précis et en silo. Donc, encore une fois, c'est l'intégration manquante à travers ces différents domaines-là, à travers ces différentes applications-là, qui rend la productivité justement moindre. Vous allez voir les logos IBM apparaître dans les différentes lignes parce que
on est un hyperscaler, on est aussi une plateforme, on est aussi un fournisseur de modèles et on joue aussi dans l'open source. Donc, on joue dans les différents ensembles ici, puis je vais vous expliquer de quelle façon est-ce qu'on peut venir rassembler le tout pour apporter cette productivité-là justement à l'entreprise. Mais continuons avec les fournisseurs de modèles. Là, on change un petit peu le disque. Dans le cas où est-ce que les modèles en tant que tels, ben, le problème vient plutôt du fait de l'absence de gouvernance et de contrôle d'entreprise. Donc, quand on parle de données privées, on parlait de souveraineté de données. Donc, où est-ce que le modèle est déployé? Comment mes données sont traitées à travers ce modèle-là? Est-ce que j'ai une ouverture? Donc, souvent, c'est des boîtes noires qui ne sont pas nécessairement utilisables au niveau du contexte de l'entreprise. Donc, absence de gouvernance et de contrôle d'entreprise fait en sorte que certains modèles spécifiques ne sont pas nécessairement utilisables au niveau de l'entreprise telle qu'elle. Et au niveau open source, oui, on est capable d'avoir de l'innovation rapide, de l'indépendance, mais encore une fois, il y a une certaine sécurité d'entreprise qui est manquante et d'évolutivité à ce niveau-là. Donc, ce que IBM offre, puis pourquoi on se retrouve dans les différentes sections de cette diapositive-là, c'est justement la connexion entre ces différents joueurs infonuagiques-là, ces différentes plateformes-là, et aussi une plateforme de gouvernance pour gouverner l'ensemble des modèles d'IA qui roulent dans l'entreprise et les agents d'IA aussi. Puis on va voir comment est-ce que ça résonne au niveau de l'architecture. Donc, ce qu'on peut voir, autant au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative en entreprise de nos jours, ou même de l'utilisation agentique, ben, c'est comme je vous parlais tantôt, on a des points de productivité qui travaillent présentement en silo. Donc, j'ai l'utilisateur qui a une expérience fragmentée, donc qui doit faire une tâche qui compose justement de différentes actions dans différentes applications ou services en entreprise. Donc, l'utilisateur a le devoir de se connecter à ces différentes plateformes-là, aller rechercher l'information, la transiger vers une autre application et justement faire du travail de bras pour venir consolider cette information-là pour par la suite pouvoir venir faire son analyse. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de tâches manuelles, beaucoup de tâches répétitives, ce qui fait en sorte qu'il y a un cycle de décision qui est plutôt lent. Donc, on parle d'agents, mais pas d'orchestration d'agents, vraiment juste d'une utilisation d'agents au niveau des différentes applications qui existent en entreprise. Donc, multiples points d'entrée, expérience fragmentée. Ce qu'on vient apporter, nous, chez IBM, puis pourquoi on se retrouvait un petit peu partout, c'est qu'on est capable de venir consolider l'ensemble des agents puis de l'utilisation d'intelligence artificielle en entreprise de telle façon où est-ce que l'utilisateur va avoir un point d'entrée avec un assistant unifié, donc peu importe le point d'entrée, puis par la suite va venir donner le contexte à cet assistant-là qui, lui, va l'envoyer vers une plateforme d'orchestration des agents qui, justement, va être l'agent orchestrateur va être capable de prendre la requête, raisonner à travers cette requête-là, la déconstruire en ses différentes tâches, router ces différentes tâches-là aux différents agents aux différents sous-agents et ensuite récolter ces réponses-là, planifier comment est-ce qu'on va rapporter l'ensemble de la réponse à l'utilisateur et l'utilisateur, lui, va avoir un seul point d'entrée et une seule question, une seule réponse à ce niveau-là. Donc là, on voit pas, on voit vraiment une orchestration agentique de bout en bout, une expérience unifiée où l'utilisateur, lui, voit pas nécessairement ce qui se passe sous les couvertes, mais par contre, a un seul point d'entrée et n'a pas besoin de justement faire ce travail de bras-là. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit sa réponse et est capable de mettre son analyse de l'avant et justement mettre son expertise à bon escient. Donc, à quoi ça ressemble en termes de solutions pour les gens un petit peu plus techniques? Donc, dans ce cas-ci, oui, la plateforme chez IBM s'appelle watsonx Orchestrate, mais dans le but de vous présenter un petit peu l'architecture, je vous l'ai déconstruit de cette façon. Donc, on a un client, comme je disais tantôt, envoie sa requête à l'agent orchestrateur qui, lui, est fronté par différents canaux ou un seul canal. Donc, si jamais on a déjà une adoption de Microsoft Copilot, par exemple, ben, on peut passer par Microsoft Copilot comme point d'entrée conversationnel, puis par la suite, en arrière, ils mettent l'agent orchestrateur qui, lui, va avoir accès à différents points de productivité en soi. Donc, si vous avez déjà des agents déployés en entreprise, c'est possible de s'y connecter puis de les utiliser. Donc, c'est pas, euh, donc, c'est natif à l'outil à travers le Agent Gateway, donc avec le protocole A2A, donc Agent to Agent.
De l'autre façon, ben, si jamais on a déjà justement des outils de productivité qui sont déployés, comme je parlais tantôt, peut-être de façon plus automatisation traditionnelle, des workflows, des outils de décision logique, ben, on peut venir les utiliser dans un contexte agentique. Parce que je vous rappelle, c'est pas parce que l'intelligence artificielle nécessairement existe qu'on est obligé de l'utiliser à tout coup. Des fois, c'est bien d'avoir des outils d'automatisation traditionnels pour des processus plus critiques, plus rigides pour pouvoir s'y référer. Donc, l'agent orchestrateur n'est pas obligé d'utiliser un agent pour compléter une tâche, peut utiliser un outil quelconque dans l'entreprise qui existe déjà. Donc, on est capable de s'y connecter à travers le MCP Gateway, donc le MCP Protocol, donc un protocole MCP qui est justement universel pour se connecter à ces différents outils-là. Puis de l'autre côté, dans la plateforme en soi, on peut aussi avoir l'option de créer des agents. Donc, Langflow et Langgraph sont déjà intégrés nativement dans cette plateforme-là. Donc, on vient rechercher cette productivité-là de base. Puis, on peut le connecter justement à différents modèles d'entreprise. Donc, dans ce cas-ci, ces modèles-là, l'avantage, c'est qu'on peut les héberger où on veut. Donc, c'est vraiment cet avantage-là. Donc, pas le prendre tel quel, mais justement, si on a des régulations bien précises, comme gouvernementales ou financières même, ben, on peut l'avoir justement sur site, héberger ce modèle-là sur site euh, et justement l'utiliser de façon bien sécuritaire. Puis l'ensemble de cette plateforme-là, justement, est gouverné. Donc, on est capable de gouverner l'ensemble des modèles et des agents en entreprise. Donc, c'est vraiment watsonx Orchestrate. On est vraiment capable de connecter l'ensemble de l'écosystème agentique et générative de l'entreprise et de gouverner cet ensemble-là à un seul endroit et un seul point de productivité pour le client. Donc, je vous dis à quel point c'est bien, je vous montre à quel point les études démontrent que ça va être la prochaine vague de productivité. Mais nous, chez IBM, ce qu'on aime dire, c'est qu'on boit notre propre champagne. Donc, on est fiers, justement, d'avoir implémenté cet outil-là, donc watsonx Orchestrate, cette plateforme-là, plutôt, je devrais dire, dans l'entreprise et ont vu des retombées bien claires dans l'entreprise. Donc, que ça soit au niveau des différents agents spécialistes de différents domaines, HR, IT et même gestion des fournisseurs. Moi, personnellement, j'en ai utilisé quelques-unes sans nécessairement avoir à interagir avec personne entre-temps. Donc, c'est vraiment un point de productivité qui s'étend à l'ensemble de l'entreprise, donc justement qui nous permet d'orchestrer et d'automatiser des processus de bout en bout. Et pour moi, ben, je n'ai pas besoin de trouver le bon agent pour répondre à ma question. J'ai un seul point d'entrée, ça s'appelle Ask IBM. Donc, c'est vraiment le point d'accès central aux différents agents spécialisés. Donc, ça a vraiment pour moi, ça a vraiment été merveilleux au niveau de cette utilisation-là. Puis, on peut voir vraiment des retombées bien réelles au niveau de l'entreprise. Donc, je résume, 4 voies vers le succès pour justement mettre en place une intelligence artificielle qui va aller nous chercher la productivité promise. Donc, premièrement, augmenter le potentiel humain à grande échelle, donc permettre aux employés d'avoir accès à des outils d'intelligence artificielle qui sont faits pour l'entreprise, donc augmenter l'humain en soi. Par la suite, unifier le travail avec l'entreprise. Donc, une fois qu'on a ces différents points de productivité qui existent en entreprise, être capable de les orchestrer pour pouvoir, comme je disais tantôt, automatiser des processus de bout en bout. Offrir justement l'accès à l'information en temps réel pour pouvoir avoir des cycles de décision qui sont en temps opportun et non dépassés. Puis finalement, ben, avoir une solution qui évite le vendor lock-in, donc pas être pris dans un écosystème ou un modèle ou une plateforme en soi. Donc vraiment être capable d'aller chercher l'ensemble de la productivité promise en entreprise et non nécessairement à certains points de silo. Tout ça en gardant en tête, comme je disais bien, donc je dis 4 voies vers le succès, mais réellement c'est 5 parce que en arrière, il faut tout le temps penser à la gouvernance et la sécurité de la plateforme qui est mise en place. Donc souvent, les clients me demandent, après avoir tout présenté ça, ben, ça a l'air bien, ça a l'air le fun, mais où est-ce que je commence? Ça a l'air gros. Donc, en effet, ça a l'air gros, parfois ça a même l'air mystique, mais en fait, justement, on est là pour démystifier tout ça. Donc, des firmes comme Novipro, qui travaillent en partenariat avec IBM, peuvent souvent vous aider à planifier la façon dont on met en place l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, souvent, la première chose à faire, ben, c'est de cadrer un besoin, puis de cadrer aussi la retombée, donc le retour sur investissement qu'on pourrait aller rechercher grâce à la mise en place de l'intelligence artificielle en entreprise. Puis tout ça en balançant, comme je dirais,
l'exécution, donc la facilité d'exécution et justement le retour sur investissement. Donc, une fois qu'on a ça, ben, on commence souvent avec un pilote pour mettre en pratique ce qu'on a planifié, puis s'assurer que ça répond bien aux besoins qu'on avait cadrés initialement. Puis ça, c'est comme un cercle planifié adopté, donc on travaille de façon itérative. Si ça ne fonctionne pas en phase pilote, on revient à la case départ de planification et on retourne en pilote. Une fois que le pilote a démontré justement que ça fonctionnait bien, qu'il peut avoir des réelles retombées et que ça adresse vraiment un cas d'affaires bien précis, important d'entreprise, ben c'est là qu'on peut commencer à accélérer la façon dont on met les choses en œuvre. Donc, on repart du pilote, on déploie en production, puis on peut aller justement mettre en place différents agents jusqu'à en faire l'orchestration et la gouvernance. Donc, on peut voir que ça commence petit, puis ça peut rapidement être accéléré par la suite, mais vraiment, le point clé, c'est de commencer niche. Puis finalement, ben, comment commencer? J'en ai parlé déjà un petit peu, les deux premières boîtes. Donc, être capable de mettre en place des agents, mettre ensuite en place l'orchestration et la gouvernance de ces agents-là. Donc, trouver des domaines bien spécialisés qui peuvent nous aider. Mais il y en a deux autres, des fois, qui sont un petit peu plus dans l'ombre, mais qui sont tout aussi importants et que les clients, je dirais, on voit qu'ils le mettent de l'avant. La première, ben, c'est l'optimisation intelligente des performances financières. Donc, tout ce qui a trait à justement avoir accès en temps réel aux données financières, être capable de jouer avec en mode de planification de scénario. Si on change une donnée, comment est-ce que ça va impacter ma planification à long terme et ce, avec différents systèmes et différentes données dans différents points d'accès dans l'entreprise. Donc, ça, c'est quand même assez puissant. Puis l'autre, ben, c'est la modernisation de code. Donc, que ça soit au niveau SDLC, que ça soit au niveau de modernisation Java ou même au niveau justement du développement du logiciel Z de IBM, par exemple. C'est tous des points d'entrée pour l'assistance au code qui peuvent être très importants. Et d'ailleurs, je parlais justement, d'ailleurs, je parlais de la modernisation applicative et d'infrastructure qui prend de plus en plus de coffres, surtout en 2026 pour les années à venir. Donc ça peut être très pertinent pour les clients à ce niveau-là. Donc, je vais vous laisser sur cette note. Je vous ai parlé de plusieurs choses. Donc, premièrement, la productivité qu'on peut aller chercher en entreprise peut être due au fait justement de mettre je vais recommencer, mais peut être dû au fait justement de prendre avantage d'outils IA qui ont été déjà testés et préconfigurés en entreprise. Donc, on repart de certains accélérateurs qui ont été prouvés pour marcher, comme IBM le fait. Par la suite, ben, c'est une solution qui va pouvoir nous permettre justement d'adresser les différents utilisateurs existants en entreprise, donc qu'ils soient techniques ou non, ils vont être capables d'interagir avec cette solution-là. Donc, ça aussi, c'est très important au niveau de l'adoption. Puis finalement, ben, avoir un outil qui nous permet d'avoir une ouverture et une intégration transparente à travers l'entreprise qui va pouvoir être hébergée partout, donc peu importe la solution infonuagique ou même sur site. Puis finalement, ben, avoir cette couche d'orchestration-là et donc pas avoir juste des points de productivité en silo, mais avoir cette couche d'automatisation de bout en bout et d'orchestration, ainsi que la fiabilité des données et la gouvernance de l'ensemble de la plateforme pour justement aller rechercher la productivité qui est promise. Donc, sur ce, si jamais vous avez des questions, moi et Martin, on reste disponible. On va être plus que content de pouvoir en discuter avec vous. Puis Martin, ben, je pense que je te laisse faire la petite conclusion. Ben, Michael, merci encore une fois. Très instructif, très clair. Je pense qu'on voit là, disons, la méthodologie à mettre en place pour pouvoir bénéficier le plus rapidement possible de l'IA ou de l'IA agentique plus spécifiquement. Donc, merci de partager avec nous tes connaissances et je réitère ce que Michael a mentionné. On est disponible pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis ça nous fera plaisir d'évaluer plus spécifiquement pour votre entreprise là, comment ça peut s'appliquer. Merci, Michael. Merci.